Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose d'aller retrouver un médecin écrivain médecin. Il nous dirait un petit peu comment il se définit aujourd'hui, parce que je crois qu'il continue à sévir dans les deux professions. Et je remercie le docteur Jamil Rahmani de nous accorder un peu de temps ce jour férié, avec une actualité dense pour lui, aussi bien au niveau professionnel. Il nous donnera son avis dans quelques minutes sur la crise sanitaire qu'il vit depuis quelques mois comme nous, mais en qualité de médecin. Puis on passera quelques minutes à aborder son actualité littéraire. Il a commis avec son confrère, le docteur Michel Canesi, un certain nombre de livres. Le plus célèbre, Alger sans Mozart. On parlera également de Ultime preuve d'amour. Vous parlez beaucoup de l'Algérie, d'Alger. Je parle de ma ville que j'adore et qui me manque beaucoup parce qu'on ne peut pas y retourner. Je n'ai pas vu Alger depuis janvier et c'est long. Je crois que malheureusement, pour les raisons qu'on subit tous pour les problèmes de pandémie, je crains que les frontières ne soient pas près de se rouvrir en tout cas. Et justement, sauf s'il y a un vaccin. Oui, alors justement, on va peut-être revenir à l'actualité médicale. Je voudrais recueillir votre témoignage par rapport à la situation en Algérie. La situation est mauvaise, hein. J'ai une sœur qui habite Oran et qui est dans le domaine médical et qui me dit que tous les hôpitaux sont pleins, qu'il y a un hôpital qui a été créé pour le Covid et qui est complètement plein, les réanimations sont pleines. À Blida, j'ai des amis qui y habitent et qui y travaillent, on me dit que c'est pareil. À Bougie, il y a eu une vidéo qui a été faite par la directrice de l'hôpital de Bougie qui dit que tous les services de l'hôpital sont pleins de Covid. Donc, le Covid flambe en Algérie comme il flambe partout dans l'hémisphère nord. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est partout pareil. La médecine, ça coûte cher, ça coûte très cher. Et si on veut soigner correctement, il faut avoir beaucoup de moyens. Vous savez, on dit souvent que l'Algérie est un pays riche. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas un pays riche. Ces moyens sont très largement inférieurs à ceux des pays européens qui lui font face. Donc, la médecine, je le répète, demande énormément de moyens et naturellement, ces moyens, l'Algérie, comme le Maroc ou la Tunisie, ces moyens, les pays du Maghreb ne les ont pas. On avait évoqué cette deuxième vague, beaucoup ont crié au haro en disant qu'elle n'arriverait pas. On est dedans et on parle d'un pic épidémique aux alentours de la mi-novembre. Vous qui êtes toujours un médecin de terrain, quelle est la situation, par exemple, dans l'hôpital dans lequel vous exercez à Levallois-Perret? Eh bien, contrairement à la première vague, qui a été très brutale, c'est-à-dire qu'en quelques jours, les services se sont remplis de malades, cette deuxième vague est plus progressive. Elle est lente, mais elle augmente sûrement. Début octobre, nous avions une dizaine de patients, et puis progressivement dans l'hôpital, et puis progressivement, c'est monté à 20, c'est monté à 30, puis à 40. Nous sommes entre 40 et 50 patients atteints de Covid dans l'hôpital. Mon unité de réanimation est pleine depuis hier, c'est-à-dire que j'ai 8 lits de réanimation qui sont pleins de Covid, malgré ce que disent les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a un plateau depuis quelques jours. J'ai créé une deuxième unité de soins continus qui est pleine à 90%. Donc, les services de réanimation en Île-de-France sont pleins entre 95 et 98% de malades Covid+. Vous étiez mieux préparé pour aborder cette seconde vague? Oui, on est mieux préparé que la première vague parce que c'est une maladie qu'on connaît, qu'on connaît mieux et on s'est exercé. Si vous voulez, on a eu un exercice grandeur nature, c'est le premier confinement. Et là, donc, on a appris à mieux soigner les malades, à être moins agressif vis-à-vis de ces malades-là, à moins intuber. Donc, nous avons acquis de l'expérience. En logistique aussi, on a acquis de l'expérience. On peut monter très vite une unité de réanimation en quelques heures. Et donc, la première vague a été, entre guillemets, instructive.
Quel est l'état d'esprit des professionnels de santé, par exemple, des gens qui vous entourent dans votre équipe? Ben, les gens sont fatigués, hein. Ça, tout le monde le dit en France. Les professionnels de santé sont fatigués parce que la première vague a été très dure, hein. Il a fallu en quelques jours s'adapter à un flot ininterrompu de malades. Et on espérait vraiment que cette deuxième vague n'aurait pas lieu parce que on est fatigué et puis on a peur. On a peur d'être contaminé, on a peur d'être malade. On sait que cette maladie peut être grave. Elle peut être mortelle, même chez les sujets jeunes, hein. On peut être gravement atteint, on peut même mourir. On assiste, hein, vous le montrez sur votre page Facebook, un élan de solidarité assez magnifique qu'on avait déjà vécu à l'occasion de la première vague, mais vous sentez, vous êtes soutenu. Oui. Oui, on est soutenu par la population des villes avoisinantes et même au-delà. Même au-delà, on reçoit des fleurs. Hier, on a reçu des fruits, des corbeilles de fruits. J'ai une amie qui anime un groupe de femmes qui cuisinent pour les soignants et qui ramènent tous les soirs le dîner des soignants. Et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur et ça montre que la population est en phase avec ses soignants. Le profil des patients, entre la première vague et la seconde vague, le profil des patients a-t-il changé? Non, puisqu'on dit que 60% des personnes en réanimation ont plus de 65 ans, ce qui veut dire que bien, les 40% restants sont plus jeunes. Dans mon unité, la moyenne d'âge est quand même de 75 ans. Ça touche préférentiellement les gens qui sont vulnérables, hein. Il y en a 15 millions en France, hein. C'est des hypertendus, des obèses, des diabétiques, des femmes enceintes, les immunodéprimés, et puis les seniors qui représentent 12 millions de personnes dans ce pays. Donc effectivement, moi, dans ma réanimation, j'ai préférentiellement des seniors. C'est dû aussi à la ville, aux villes de Neuilly et de Levallois, qui ont plus de seniors, qui sont plus vieilles que les communes telles que le 93 ou telles que le 95, où là, les gens peuvent être plus jeunes. Alors, l'actualité nous rappelle, pas plus tard qu'hier, que le laboratoire Pfizer annonce la mise sur le marché possible dans les prochaines semaines d'un vaccin qui serait efficace à 90%. Effet d'annonce ou pour vous, vous êtes dubitatif, vous êtes plein d'espoir? Ah non, c'est pas que je suis dubitatif. Le seul problème, ce sera un problème logistique. D'abord, ce vaccin n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires ni des États-Unis ni d'Europe parce qu'on attend vraiment la fin des études de phase 3. Qui sont très longues d'habitude. Là, les phases sont déroulées. L'urgence l'impose. Et puis, il y a quand même un fait qui donne à réfléchir, c'est que ce vaccin doit être conservé à moins 70 degrés, ce qui va limiter sa diffusion parce que ces congélateurs qui descendent à très basse température, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a dans certains hôpitaux, il y en a dans les laboratoires, mais il n'y en a sûrement pas dans les pharmacies, il n'y en a sûrement pas chez les médecins. Et puis, ça va être compliqué de maintenir cette chaîne du froid depuis… Écoutez, oui, vous imaginez, moins 70 degrés, il n'y a aucun vaccin qui se conserve à cette température. C'est la première fois qu'on a un vaccin qui demande une telle logistique. C'est pour ça que moi, je suis dubitatif sur le vaccin de Pfizer. Il marche peut-être très bien, mais sa diffusion va être difficile. Dans le monde entier, va être difficile. Et puis, on imagine, on a bien compris qu'il y a déjà pas mal de pays plus atteints sans doute que la France par cette épidémie, se positionne déjà que ça va être aussi une question d'argent, parce qu'aujourd'hui, on évoque effectivement le prix d'une dose autour de 50 €. Ça va être une espèce… Il va y en avoir d'autres, hein, des vaccins. Ce n'est pas le seul laboratoire. Vous savez qu'il y a un vaccin chinois qui a déjà été injecté à 1 million de membres de l'armée chinoise. Le Maroc en a commandé 10 millions de doses et il a déjà été utilisé, ce vaccin. Donc, il y a déjà un vaccin. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu les études de phase 3. Il y a le vaccin russe qui est 2% plus efficace que le vaccin de Pfizer. On dit qu'il est efficace à 92%. Donc, à voir. Et puis, il y a AstraZeneca qui annonce la mise sur le marché prochaine d'un vaccin. Il y a aussi Sanofi. Il y a plusieurs candidats.
De mémoire de médecin, vous exercez depuis une petite, pas tout à fait 40 ans, non, il ne faut pas que je vous vieillisse. Oh non, 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 vous ne me vieillissez pas. Moi, j'ai commencé mes études de médecine en 70. Oui. Donc, de mémoire de médecin, Donc, est-ce que vous aviez été confronté non, à une épidémie semblable? non, 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 non. Enfin, dans ma vie de médecin, j'ai été confronté à deux épidémies. La première, c'est l'épidémie de choléra en Algérie dans les années 70, où on isolait les malades, contact, pas contact. Et puis, j'ai connu aussi l'épidémie de sida qui a donné lieu à l'écriture de notre premier livre avec Michel Canesi, Le syndrome de Lazare. Donc, c'est la troisième épidémie d'envergure que je connais, mais jamais le système de santé, en France tout au moins, n'avait été soumis à une telle pression. Je n'ai jamais vu une seule pathologie occuper tous les lits des réanimations. Ça ne s'est jamais vu. Alors, on parle de la grippe de Hong Kong de 68-69, mais j'étais trop jeune, je n'ai pas connu, je n'étais pas médecin à l'époque. Oui, pendant qu'on parle, qu'on est beaucoup, que les médias et qu'on est tous focalisés, inquiétés, on peut utiliser le synonyme qu'on veut par cette situation d'épidémie mondiale, on évoque beaucoup la perte de chance pour tous ces patients qui étaient en taux des patients atteints de cancer. On essaye vraiment partout, hein, que ce soit dans tous les hôpitaux, de maintenir une activité chirurgicale qui permette d'opérer les interventions les plus urgentes. Néanmoins, ce qu'on constate aux urgences, c'est un silence de cathédrale. Les urgences sont désertées par les patients. Les patients ont peur de venir. Donc, d'une part, il n'y a plus les accidents de la vie courante, puisque les gens sortent beaucoup moins. Peut-être des accidents de bricolage. Il n'y a pas beaucoup d'urgences. Les urgences sont vides depuis le début du confinement. Et les urgences se sont vidées, que ce soit dans mon hôpital ou dans d'autres hôpitaux, c'est le calme plat. Et en région parisienne, d'ailleurs, on a moins de patients Covid, ce qui permet aux autorités de santé de dire qu'il y a un frémissement. En revenir à votre question initiale, oui, il y aura des pertes de chance, c'est sûr, parce que les gens ont peur de venir à l'hôpital, ont peur de se contaminer, et donc ils ne viennent pas. Et c'est pour ça que lors de la première vague, on n'a plus vu d'infarctus du myocarde, on n'a plus vu d'embolie pulmonaire, qui n'était pas due au Covid, parce que les gens craignaient de venir à l'hôpital. On rappelle que, comme à l'occasion de la première vague, consulter, les téléconsultations ont littéralement explosé, mais quand votre médecin le propose, et je pense que autant lors de la première vague, les médecins de ville étaient peut-être moins sollicités, il ne faut pas hésiter effectivement à faire appel à son médecin de ville, sauf urgence, effectivement, le 15 reste toujours accessible. Et aller aux urgences, de toute façon, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid dans un service hospitalier parce que les précautions sont drastiques. Donc, vraiment, les gens doivent aller consulter s'ils en sentent le besoin. Et on rappelle, docteur Rahmani, que les gestes barrières, on va le répéter parce que vraisemblablement, vous avez dû voir, comme moi, un certain relâchement au niveau de la population. On est tous les deux sur Paris, la région parisienne. C'est le masque et les gestes barrières, dont la distanciation sociale. Ce n'est pas juste le masque, ce n'est pas le masque, on va le répéter une fois de plus, ce n'est pas le masque sous le nez ou sous le menton. Vous savez, dans la rue, maintenant, je marche tête baissée, parce que sinon, je me disputerais avec les gens tous les 3 mètres. Vous êtes comme moi. Non, mais les gens à Paris, à Levallois, où je suis en ce moment, ne sont pas raisonnables. C'est-à-dire qu'ils portent le masque sous le nez, ils fument dans la rue, ils vapotent dans la rue. Vous savez, le fait de fumer, ça projette des particules tout autour de vous. Et puis, vous pouvez, si vous êtes positif, vous pouvez contaminer les gens qui sont autour de vous. Les joggeurs n'observent pas la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'ils vous frôlent. Fréquemment, il y a des gens qui font du jogging et qui vous frôlent et qui vous soufflent dessus. Et ça, c'est absolument intolérable. Que les gens dans la rue ne respectent pas le port du masque et la distanciation sociale, c'est absolument intolérable. Nous sommes dans une situation qui est grave. Hein. Regardez, l'Italie, on dit que les urgences sont tellement saturées qu'on donne de l'oxygène dans les voitures. Il faut absolument pas qu'on arrive à ce cas de figure. En France, il faut que les gens soient raisonnables. Est-ce que le citoyen ou le médecin, ou les deux,
pourront se prononcer ou donner leur avis sur les mesures de confinement. Est-ce qu'on a déconfiné trop tôt? Est-ce qu'on a reconfiné trop tard? Est-ce que le oui. On a mal déconfiné. Clairement, il y avait, je l'ai dit hein, à la télévision, hein, dès le mois de juin, il y avait une étude qui disait que si le R0, ce fameux R0 qui mesure l'infectiosité dans une société, que si le R0 repassait aux alentours de 1,6, nous aurions une vague de la même ampleur qu'au mois de mars. Eh bien, on y est. Hein. Le R0 a tutoyé les 1,6. Il est en train de redescendre maintenant avec le confinement. Eh bien, nous avons une vague de deuxième ampleur. Et les projections de l'Institut Pasteur début octobre étaient très mauvaises. Hein. C'est la raison pour laquelle les autorités sanitaires ont pris les mesures qu'elles ont prises. Un rapport de l'Institut Pasteur faisait des projections qui disaient que aux alentours du 15 novembre, eh bien, si on ne faisait rien, 10 000 lits de réanimation seraient occupés par les Covid+. Là, on n'est pas à 10 000, on est aux alentours de 5 000 parce que des mesures, justement, ont été prises. Et le déconfinement, donc, a été mal fait. A été mal fait parce qu'on n'a pas incité les Français à respecter de façon drastique les mesures barrières. On leur a dit, partez en vacances, reposez-vous, ce que vous venez de vivre a été très dur. Amusez-vous. Et je pense que ça a été une erreur. Si les mesures ne sont pas maintenues, ça veut dire qu'on s'expose éventuellement dans 1 mois et demi aux périodes de fin d'année qui sont par coutume des moments de convivialité. Si on relâche effectivement ces mesures de confinement, il y aura une troisième vague, c'est tout. Hein. C'est que clairement, moi je le dis et je le répète, plus qu'un confinement généralisé, qui est délétère pour l'économie, parce qu'on ne peut pas soigner une population si l'économie est par terre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la médecine, ça coûte très cher, et si on n'a pas d'argent, si on a une économie effondrée, eh bien, on ne pourra pas soigner les gens, on ne pourra pas vacciner, etc., etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut protéger les gens qui remplissent les réanimations. Ces gens-là, on le sait, à 60-70%, ils ont plus de 60 ans. Donc, c'est vers eux qu'une campagne de publicité doit être dirigée. Une campagne de publicité, mais beaucoup plus active qu'il n'y en a actuellement à la télévision, à la radio. On entend de temps en temps des spots publicitaires, mais pas assez. Demandant aux gens vulnérables, aux seniors, de se protéger. Il n'est pas question de leur dire « on va vous interdire de sortir ». Il est simplement question de leur dire « faites attention ». Les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion d'un brassage générationnel. Donc, évitez cette année, en attendant la venue des vaccins, ils arrivent ces vaccins. En attendant l'arrivée des vaccins, ne vous exposez pas, protégez-vous. Certains suggèrent même, à l'instar des paquets de cigarettes qui montrent des manières, des photos violentes. Je ne sais pas si ces photos choquantes, violentes, ont eu l'effet escompté. Certains suggèrent même, effectivement, au-delà des spots gentillés d'incitation à respecter les gestes barrières, le port du masque, de faire des spots avec des images plus violentes, histoire de marquer les écoutez, esprits. Il y a un spot, vous l'avez vu, hein, tout le monde l'a vu, ce spot de la grand-mère de son anniversaire et qui est contaminée par son entourage. Et on la voit dans une chambre de réanimation. Tout à fait. C'est angoissant. Moi, je ne suis pas partisan d'angoisser les gens. Je suis partisan d'informer, de leur dire, voilà, ce que vous risquez, parce qu'on le sait, statistiquement parlant, vous avez plus de chances quand vous avez 65 ans ou 68 ans ou 70 ans de contracter une forme grave de la maladie et d'aller en réanimation et peut-être d'en mourir. Eh bien, il faut dire à ces gens-là, évitez tout ce qui peut risquer de vous contaminer. Qu'est-ce qui peut risquer de contaminer? Eh bien, c'est de faire la queue dans les supermarchés, c'est de sortir dans la rue aux heures de grande affluence. C'est ça. C'est ça qu'il faut éviter. C'est de voir ses petits-enfants sans masque, de voir ses enfants sans masque. Voilà, les gestes contaminants. Il faut les dire et les redire. Et
affirmé que dans la mesure où il y a un vaccin qui arrive, ces mesures-là seront transitoires et qu'il n'est pas question d'enfermer les gens chez eux, de faire une ségrégation anti-vieux. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est de les protéger. Et quand on les protège, on protège le système de santé français. On évite la submersion du système de santé. Sachant qu'il va sans doute falloir apprendre à vivre avec ce virus ou avec d'autres. Et qu'on n'est pas avec celui-là. Bon, moi, j'ai bon espoir. Hein. Les vaccins vont arriver en 2021. Dans le meilleur des cas, on les aura disponibles pour les personnes vulnérables et pour le personnel de santé fin d'année 2020, début d'année 2021. Mais bien sûr, il faudra avoir des enseignements, tirer des enseignements de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a la grippe, eh bien, on évite de sortir, on évite de contaminer tous les gens qui sont autour de nous, et surtout, et si on est obligé de sortir, eh bien, on met un masque comme en Asie du Sud-Est. Il faudra tirer des leçons, effectivement, et j'espère qu'adapter, changer sans doute radicalement certains de nos comportements. Et en ces temps de confinement, on en a encore pour quelques semaines, ce sera une manière agréable de finir cette interview pour laquelle je vous remercie de m'avoir consacré du temps. J'allais dire, lisez. Il y a un certain nombre de livres que vous avez commis. Lisez Ultime preuve d'amour. Oui, et puis dans la chronologie, peut-être Alger sans Mozart. Je disais un petit clin d'œil. Oui, Alger sans Mozart et d'autres, on mettra les références. L'Algérie est dans votre cœur, hein, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de mes jours, l'Algérie sera dans mon cœur. Je suis profondément attaché à l'Algérie, je suis algérien. C'est une terre que j'adore, c'est une terre que je connais particulièrement bien, ce qui m'a permis d'écrire sur elle. Alors souvent on reçoit des critiques d'ici ou de là-bas qui me disent mais cette Algérie-là n'a pas existé. J'ai une page Facebook, Jamil Ramani, où en ce moment, en ces temps de reconfinement, j'ai une chronique où je décris mon enfance, où je décris... on vous voit en photo avec le Père Noël tout à l'heure, en 1960. Je vous ai vu en photo en 1960 avec le Père Noël à Alger. Oui, c'est vrai. Donc, on écrit, j'écris sur ma ville, j'écris sur mon passé, et tout ce que je dis est du vécu. Alger sans Mozart, c'est du vécu. Les ultimes preuves d'amour, c'est Alger de 62 jusqu'à la décennie noire. Et tout ce qui est décrit, c'est la stricte vérité. C'est peut-être un flash sur une société plutôt privilégiée, de laquelle je suis issu, la société privilégiée de l'après-indépendance, mais c'était aussi l'Algérie. Un grand-père écrivain est-il à l'origine de votre vocation d'écrivain à votre tour? Oui, quelque part, oui, parce que il vivait au milieu des livres, et quand j'allais chez lui, il y avait beaucoup de livres. C'était, comme je vous le disais, un Algérien parfait, parce qu'il maîtrisait toutes les langues du pays, le berbère, l'arabe dialectal, l'arabe littéraire et le français. Nous avions de grandes discussions avec lui, et aussi, à la maison, mon père était instituteur et il y avait beaucoup de livres. Il y avait beaucoup de livres chez moi. Et puis, j'ai appris le goût de lire parce qu'un jour, j'ai fait un concours à Alger républicain, c'était avant l'indépendance, et j'ai gagné, j'ai dû avoir le 9e prix, c'était des devoirs de vacances, et on m'a offert le Club des 5. Et j'ai appris à aimer la lecture avec le Club des 5 d'Enid Blyton. Je vais prendre congé de vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que vous vouliez passer quand même? Écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on trouve 3 de nos livres en France, 2 sur l'Algérie. Le dernier, c'est Ultime preuve d'amour, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes habitants d'Alger, l'un pied noir, l'autre algérienne, et cet amour est brisé par l'indépendance, et ils se retrouvent 20 ans plus tard, et c'est l'occasion, 30 ans plus tard, dans les années 90, et c'est l'occasion, ça a été pour nous l'occasion d'écrire un livre à la gloire d'Alger et un livre à la gloire de la réconciliation. Oui. Je vous en prie. Nous avons écrit aussi un autre livre
de médecine sur la médecine prophétique, bien portant avec la médecine du prophète, qui donne les recettes qui étaient utilisées à la fin du Moyen-Âge par les musulmans et qui ont été utilisées tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, dans tous les pays du monde, qu'ils soient orientaux ou occidentaux. Et qui montre que la civilisation musulmane n'est pas une civilisation de violence, mais une civilisation d'ouverture et qui respecte la vie.